Sigmund Freud a complètement changé notre façon de voir l'esprit humain. Et au cœur de toute cette théorie, il y a une énigme qui nous concerne absolument tous, l'angoisse. Alors plongeons ensemble dans son analyse, on va voir que l'origine de cette émotion est, assez surprenante. Bon, pour commencer, il y a l'angoisse qu'on pourrait qualifier de logique. On est face à une menace bien réelle, un danger extérieur. On sait ce que c'est. Ressentir de l'angoisse dans ce cas-là, ça semble tout à fait normal. C'est une réaction saine, un réflexe de survie, notre instinct de conservation qui se met en marche, tout simplement. Mais c'est là que le vrai mystère commence. Qu'est-ce qu'on fait de cette angoisse qui surgit de nulle part, sans raison apparente? Cette peur intense qui peut nous paralyser dans des situations de tous les jours, ou même quand il ne se passe rien du tout. C'est précisément ça le cœur de ce que Freud va appeler la névrose. Freud va donc s'attaquer de front à cette énigme, l'angoisse névrotique. Il veut comprendre d'où vient cette impression constante qu'un truc va mal se passer, cette peur panique d'une petite araignée, ou cette angoisse qui nous tombe dessus sans prévenir. Et cette angoisse, elle peut prendre plusieurs visages. D'abord, il y a ce qu'il appelle l'angoisse flottante. Vous savez, cet état constant où l'on est sur le qui-vive sans savoir pourquoi. Ensuite, il y a les phobies, où l'angoisse va carrément se cristalliser sur un objet ou une situation. Et enfin, elle peut débarquer en crise de spontanée, des attaques de panique qui semblent sorties de nulle part. Alors, pour comprendre cette angoisse bizarre, Freud fait quelque chose de très malin. Il la compare à son contraire, l'angoisse réelle, celle qui répond à une vraie menace. Et en les mettant côte à côte, les différences sautent aux yeux. D'un côté, on a une cause qu'on peut identifier à l'extérieur et une fonction claire, nous faire survivre. De l'autre, la cause est interne, floue, inconsciente, et sa fonction a l'air complètement irrationnelle. Dans un cas, la menace est connue, dans l'autre, soit on ne la connaît pas, soit la réaction est totalement disproportionnée. Et Freud va même plus loin. Il dit que même l'angoisse réelle, si elle est trop forte, elle est contre-productive. Elle nous paralyse au lieu de nous aider à agir. Finalement, face au danger, la bonne attitude, c'est pas la peur, c'est l'évaluation et l'action. L'angoisse, au fond, elle est de trop. Et c'est vraiment là que l'analyse de Freud prend un virage spectaculaire. Il va faire un lien qui, à son époque, est radical, inattendu et même profondément scandaleux. Il va lier directement l'angoisse à l'énergie sexuelle, la libido. Attention, cette idée ne sort pas de son chapeau, elle vient d'observations très concrètes dans son cabinet. Dans la société viennoise de l'époque, qui était très rigide sur le plan sexuel, Freud remarque que l'angoisse apparaît très souvent dans des situations d'excitation sexuelle frustrée, des fiançailles qui durent trop longtemps, des pratiques comme le coït interrompu, ou pendant les grands bouleversements hormonaux comme la puberté ou la ménopause. Sa conclusion est donc directe et assez brutale. Quand la formidable énergie de la libido est réveillée, mais qu'elle ne trouve pas de sortie, qu'elle n'est pas déchargée de façon satisfaisante, elle ne disparaît pas dans la nature, elle se transforme. Elle est convertie en angoisse. D'accord, mais comment ça marche ce tour de passe-passe psychique? Comment l'énergie sexuelle devient de l'angoisse? Freud identifie un mécanisme central qui va servir de convertisseur, le refoulement. Et le refoulement, ça ne concerne pas seulement le désir sexuel, non, ça s'applique à toutes les pulsions puissantes que notre conscience trouve inacceptables. L'hostilité, la colère, des envies qu'on juge honteuses. Toutes ces émotions un peu brutes peuvent être la cible de ce mécanisme de défense. Le refoulement, c'est donc cet acte par lequel notre moi conscient cherche à se protéger. Il va activement pousser tout ce qui le dérange hors de la conscience pour l'envoyer dans les caves de l'inconscient, en espérant bien ne plus jamais en entendre parler. Le problème, c'est que l'énergie de ces pulsions refoulées ne s'évapore pas. Elle est toujours là quelque part. Et pour expliquer ce qui se passe, Freud va utiliser une métaphore économique, qui est en fait très parlante. L'angoisse devient en quelque sorte la monnaie d'échange universelle de notre psyché. Peu importe la nature de l'émotion de départ, que ce soit du désir, de la colère, de la haine, une fois qu'elle est refoulée, son énergie est convertie dans cette devise unique, l'angoisse. Et cette théorie, tout d'un coup, permet de résoudre l'énigme des phobies. Imaginez, le moi, notre conscience, sent les pulsions de la libido qui bouillonnent dans l'inconscient. Il perçoit ça comme un danger interne, une menace de débordement. Alors, pour se défendre, le moi va faire une manœuvre stratégique assez brillante. Il va projeter ce danger interne sur un objet extérieur. La peur d'une pulsion sexuelle devient la peur d'un cheval ou d'une araignée. La phobie, en fait, c'est une forteresse. C'est quand même beaucoup plus simple d'éviter un objet dehors que de gérer une guerre civile à l'intérieur. Mais Freud ne s'arrête pas là. Il veut remonter encore plus loin. Si l'angoisse est toujours la répétition d'une expérience passée, alors quelle a été la toute première?
Et là, sa réponse est vertigineuse. La source originelle de toute angoisse se trouve dans l'acte de naître. Pour Freud, la naissance, c'est le premier grand traumatisme. C'est une expérience de danger vital, une augmentation massive de toutes les sensations, une interruption de l'arrivée de l'oxygène, bref, un cocktail de sensations qui va devenir le modèle, le prototype de toutes les angoisses futures. Et ce schéma de la naissance, il va résonner tout au long de la vie. La toute première angoisse, il l'appelle toxique, elle est liée à la séparation physique d'avec la mère. Plus tard, la peur du noir ou de la solitude chez un enfant, c'est juste un écho de la peur de cette absence. Et finalement, l'angoisse de l'adulte ne serait qu'un retour, une régression vers cette détresse originelle. D'ailleurs, Freud adore raconter cette petite anecdote. Pendant un examen, on demande à une candidate sage-femme, une femme du peuple, ce que signifie la présence de méconium. Et elle répond tout simplement « ça veut dire que l'enfant éprouve de l'angoisse ». Évidemment, elle a été recalée. Mais Freud, lui, y a vu la preuve que le bon sens populaire avait parfois une intuition géniale. En fin de compte, la théorie de Freud change complètement notre regard sur l'angoisse. Ce n'est plus juste un ennemi irrationnel qu'il faut faire taire, c'est un symptôme, un signal, c'est un message codé que notre inconscient nous envoie. Et la vraie question, finalement, c'est peut-être celle-là. Quel est ce danger intérieur que notre angoisse essaye désespérément de nous signaler ?